Que penses-tu de la marque Feed? Soldats, bonjour à tous, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours en Thaïlande à Samui, comme vous pouvez le voir, au fait qu'il fait très beau, qu'il y a des palmiers et que je suis encore torse Walp. Il y a quelques jours, je vous avais dit de me poser toutes les questions que vous vouliez afin de pouvoir y répondre au sein d'un Q&A sur ma chaîne YouTube. Vous m'avez posé toutes vos questions, je les ai réunies, c'est chose faite. Sans plus attendre, on est parti pour ce super Q&A. La box compatible avec une prise de masse. À partir du moment où tu as un surplus calorique adéquat, comme lui là, salut et ben forcément tu vas prendre du poids, et si tu stimules ta masse musculaire grâce à une activité physique musculaire appropriée, c'est-à-dire de la musculation tout simplement, tu vas forcément développer ta masse musculaire et prendre de la masse de qualité. Donc à partir du moment où tu es en surplus énergétique, tu peux boxer, tu peux courir, tu peux faire de la gymnastique en plus. Du moment que le total de tes calories sur la journée ou sur la semaine dépasse tes besoins de façon pas se faire bouffer le cul, de façon appropriée, tu vas pouvoir prendre de la masse musculaire et donc développer ta masse. Quel est ton avis sur le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, c'est une stratégie alimentaire qu'on pratique Nevin et moi depuis maintenant un long moment. Toi, ça fait quoi, 4 ans, 3 ans, 4 ans Plus 2013, donc 6 ans quasiment. Moi un peu moins parce que j'ai eu un job avec des horaires fixe et un certain niveau d'activité physique quand j'étais encore manager chez Abercrombie & Fitch jusqu'en fin 2015, et après j'étais coach jusqu'en 2017, donc je bougeais beaucoup et tout, et généralement j'avais besoin de petit déjeuner le matin, alors que Nevin était ingénieur avant et qu'il était immobile derrière un bureau de 8h à 19h. Donc clairement moi j'ai commencé un peu plus tard, mais ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je m'alimente de cette façon-là, et c'est extrêmement pratique parce que je me répète, je le dis à chaque vidéo, mais à chaque fois il y a des nouvelles personnes qui me posent la question parce qu'ils ne voient probablement pas les vidéos d'avant ou alors qu'ils sont intéressés par le sujet. Le jeûne intermittent n'a rien de magique, c'est simplement une stratégie qui vous permet de décaler votre fenêtre alimentaire et d'avoir vos nutriments là où vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire autour de vos activités physiques. Le matin, on est physiquement quasiment inactif puisqu'on se lève généralement aux alentours de 9h, 9h30 et qu'on travaille derrière nos ordis jusqu'à midi, 13h. Généralement, on s'entraîne aux alentours de 15h, donc on fait notre premier repas aux alentours de 13h30, 14h. On s'entraîne, mais le jeûne intermittent en soi n'a aucun intérêt magique pour augmenter la perte de poids, etc. Ça vous permet simplement de simplifier l'organisation de vos repas et d'avoir vos calories au moment où vous avez le plus faim et le plus besoin de les avoir. T'aimes les pieds vagins? Énormément. T'as combien de body fat, soldat? J'en sais rien. À votre avis? Je dirais raisonnablement, au vu de mon poids et de mon avancée de sèche en ce moment, aux alentours des 10%, 10,5, 11 peut-être, si je veux être un peu réaliste et pas trop complaisant. Dites-moi si ça vous chauffe que je fasse éventuellement un DEXA scan en arrivant à Paris. Ça peut se faire, je peux aller faire un scan en arrivant à la fin de ma sèche pour voir à peu près à combien je suis en ce moment, malgré 1 an de blessure et d'entraînement tant bien que mal. Dites-moi en commentaire de la vidéo juste en dessous et je peux vous préparer une vidéo comme ça avec un DEXA à l'appui et les analyses scientifiques de mon niveau de body fat. Question, prends-tu plaisir à manger lors des calories challenge? Réponse oui, pendant on va dire les premières 3000, 4000 calories, et ensuite quand ça commence à se corser, c'est moins sympa. C'est dur, plus les repas sont copieux, plus c'est dur, mais globalement, même quand on était à 8000 et qu'on a tapé les Cinnabon, on a kiffé quand même de ouf. C'est vrai que cette fois-ci, ce qui était intéressant, c'est que même les burgers, j'ai vraiment pris du plaisir à manger les burgers. Et ensuite, les Cinnabon, en fait, c'est tellement de la nourriture qu'on adore qu'il y a toujours une certaine forme de plaisir. Après, est-ce qu'on les mangerait si on ne devait pas les manger? Peut-être pas. Ou peut-être que si. Tout est dans l'organisation. Bayesian, c'est réservé aux coachs ou moi, simple amateur, qui vont en apprendre plus. Alors, dans notre formation Bayesian France, on a à part égale quasiment maintenant, d'un côté, des coachs sportifs, professionnels, éducateurs sportifs qui exercent et qui ont leurs clients un peu partout, à Paris, un peu partout en France et en Europe, et qui veulent s'améliorer, améliorer leur savoir-faire, leur pratique pour pouvoir offrir un meilleur service à leurs clients. Et on a aussi des gens qui sont de simples passionnés d'entraînement et de nutrition, qui ont envie d'apprendre tout simplement davantage de connaissances sur le fonctionnement du corps, sur les processus métaboliques, sur la diète, sur comment
comment sécher, sur comment optimiser une prise de masse musculaire, comment optimiser leur entraînement, etc. et qui ne s'inscrivent que pour leur intérêt personnel. Après, on a aussi des gens qui sont passionnés et qui se disent que peut-être dans une autre vie, bientôt, dans un avenir proche, ils aimeraient se reconvertir professionnellement et pourquoi pas eux aussi devenir coach. Mais tu peux parfaitement suivre la formation Baizen si tu es simplement un passionné des sciences de l'entraînement et de la nutrition et que tu kiffes ça. En couple, tu cours combien de fois par semaine? Je cours jamais. Je cours jamais. Les 2 seules fois où j'ai couru, c'est 8 derniers mois. C'était sur la plage il y a une semaine et dans le camp de boxe pour tourner la vidéo sur la boxe taille filmée par Marius il y a une semaine et demie. Je cours pas, non pas parce que c'est mauvais pour la santé, mais tout simplement parce qu'à cause de mon inflammation chronique et de mes douleurs dégénératives au niveau des articulations, j'ai mal aux genoux et du coup courir est évidemment pas la meilleure modalité d'exercice pour moi à cause de mes douleurs articulaires. J'arrive pas à tenir jusqu'au prochain cheat meal et commencer sérieusement une sèche. Alors c'est peut-être tout simplement parce que ton plan alimentaire, ta stratégie alimentaire ou la façon dont tu t'alimentes ne te satisfait pas en profondeur au quotidien. Ça peut paraître très basique, mais c'est une notion absolument essentielle et que moi-même j'ai compris il y a très peu de temps. Si vous voulez pouvoir tenir vos objectifs physiques, il faut non pas que la façon dont vous mangez vous convienne ou que dans votre tête vous vous disiez « ouais, ça va aller ». Genre, ça va aller le temps d'arriver à mon objectif, genre 2 mois, 3 mois ou 6 mois si vous avez beaucoup de gras à perdre ou beaucoup de muscles à construire. Non, il faut que ça vous satisfasse en profondeur. Et psychologiquement, c'est une énorme différence. C'est presque une différence de philosophie. Dans votre tête, il ne faut pas vous dire je pars sur un objectif à court terme et allez, je serre les dents ou j'essaye d'encaisser mon régime jusqu'à ce que j'arrive à mes objectifs. Parce que sinon, clairement, vous allez engendrer de la frustration et clairement, vous aurez ce phénomène-là où vous n'arriverez pas à tenir jusqu'au prochain cheat. C'est pour ça que je ne suis pas fan de la logique des cheat meals tant qu'on n'a pas réussi à intégrer et à adopter la maturité nécessaire pour comprendre qu'il faut être satisfait par son alimentation normale au quotidien et par l'ensemble de ses choix alimentaires avant de pouvoir éventuellement prendre un peu plus de plaisir en se faisant des repas ou des journées qui sont un peu à l'écart de la stratégie. Parce que sinon, premièrement, vous n'arriverez jamais à y revenir et deuxièmement, même si vous vous forcez à revenir à votre stratégie alimentaire habituelle, vous serez malheureux parce qu'en comparaison aux cheat meals qui vous font tant briller les yeux, tout ce que vous mangerez le reste du temps sera plus ou moins dégueu et insipide. Donc, pas de j'essaye de tenir jusqu'au prochain cheat meal, mais je construis sur le long terme ma stratégie alimentaire de façon à être satisfait au quotidien et kiffer ma vie tout simplement. Peut-on suivre la formation Baizen France à partir du Maroc? C'est le principe d'une formation en ligne. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour nous de toucher un nombre incalculable d'élèves dans le monde entier. C'est parce que la formation se fait sur Internet et à distance. C'est la raison pour laquelle on a des élèves qui sont en Europe, en Russie, à Miami, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Asie. On a des gens partout. Et ça, c'est une super grosse fierté et c'est un avantage pour tous les gens qui ne sont pas à Paris et qui veulent quand même profiter de nos enseignements. Comment bien faire une sèche quand on est jeune et qu'on a les cours, etc. Alors, excellente question. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée ou prépa, clairement, comme probablement 99,9% des gens qui sont dans cette situation, j'ai subi. C'est-à-dire que je me disais, la cantine c'est dégueulasse, c'est de la bouffe de mauvaise qualité, en plus c'est pas bon, mais bon, j'ai pas d'autre option. Donc je mange ça, et puis je reste dans ma médiocrité à accepter la bouffe dégueulasse qu'on me sert, parce que clairement, les mecs se permettent de servir ça dans des établissements publics, dans les collèges, dans les lycées, tout simplement parce que personne leur a jamais mis un plateau de cantine dans la gueule parce que c'était dégueulasse. Je vous dis pas de foutre le plateau de lentilles au lardon dans la tronche des dames de cantine parce que clairement les pauvres c'est pas de leur faute. Mais en France c'est assez scandaleux la qualité de l'alimentation qu'on fournit aux jeunes alors qu'ils sont en pleine croissance, alors qu'ils ont des besoins en termes de réflexion, en termes de fonction cognitive cérébrale et même en termes d'activité physique et de croissance qui sont bien plus importants la plupart du temps que la plupart des adultes sédentaires. Donc avec le recul, je comprends qu'en fait on n'est pas obligé de subir, on n'est pas obligé de se plier à la loi de Sodexo, de la bouffe de merde dans les collectivités, des trucs avec des haricots qui trempent dans la margarine et dans l'huile de tournesol dégueulasse, on n'est pas obligé de ça. C'est juste que c'est plus compliqué quand on a 15 ans, 16 ans. Moi j'ai commencé ma prépa, j'avais 1 an d'avance, j'avais 17 ans, j'étais en internat, j'avais même pas de quoi me faire à bouffer, j'avais pas de cuisine, c'est plus difficile. Mais avec une vraie motivation, un peu de logique, un peu de bon sens et un peu d'organisation, il n'est pas impossible de se débrouiller. Si vous êtes en internat, vous pouvez très bien, moi j'étais chez moi le week-end, vous faire à bouffer le week-end, vous préparer ce qu'il faut et emmener au moins des protéines de bonne qualité. Emmener un grand sac de flocons d'avoine, vous aurez toujours de l'eau, vous pourrez faire chauffer des trucs. C'est simple en fait si on prend un peu d'avance et qu'on anticipe. Après clairement, j'avais matériellement pas le temps. J'ai matériellement pas le temps de faire ça.
quand j'étais en prépa et que je bossais, j'avais 38 heures de cours, plus 6 heures de DST par semaine, plus probablement 15 ou 20 ou 25 heures de travail personnel. J'avais pas le temps, ni l'envie, ni la motivation, ni la force de me faire à bouffer. Mais en vrai, si vous vous organisez intelligemment, surtout au lycée où on a quand même beaucoup plus de temps qu'en prépa, à la fac, je vous en parle même pas, vous avez largement le temps de ne pas subir et de vous organiser pour pouvoir vous construire et investir sur vous-même et devenir meilleur, plutôt que de simplement faire comme tout le monde et rester comme tout le monde. Parles-tu couramment thaï? Absolument pas, malheureusement. Je le parle suffisamment pour me débrouiller. Vous avez dû le voir dans certains de mes vlogs ici en Thaïlande. Yes. J'arrive à commander au restaurant, parler dans les taxis, me débrouiller à la réception des hôtels, ce genre de truc. Mais j'ai un thaï qui est très basique, ce qui est frustrant. Parce que ça fait longtemps que je viens ici et malheureusement, comme j'ai jamais appris ou que j'ai pas eu de copine thaï, bah, je l'ai jamais parlé suffisamment pour pouvoir le maîtriser aussi bien que j'aimerais. Je pense que ça va changer. Ce que je vais faire en rentrant à Paris, c'est que je vais essayer de prendre des cours de thaï. Si vous connaissez un ou une prof de thaï qui aimerait me donner des cours, éventuellement que je la fasse passer sur ma chaîne pour que ça lui fasse de la pub, dites-le moi en commentaire de la vidéo, mettez-moi ses références ou identifiez les gens sur Instagram, n'importe où, sur une de mes photos. Je cherche un ou une prof de thaï à Paris pour plusieurs heures de cours par semaine, probablement entre 3 et 5 heures, un truc comme ça. Ça, c'est un des projets cool de 2019, continuer à apprendre constamment. Est-ce que regarder des vidéos de bouffe influence la prise de poids, notamment via la sécrétion hormonale? Alors, via la sécrétion hormonale, non, parce que c'est simplement un stimulus visuel. Cela dit, en termes comportementaux, c'est extrêmement important de comprendre l'impact de ce genre de stimulus. Quand vous êtes exposé à des signaux alimentaires, c'est comme ça qu'on appelle ça dans la recherche, votre cerveau enregistre le fait que ces aliments-là existent et qu'ils sont potentiellement disponibles. Or, le niveau d'appétit est géré par le cerveau en partie en fonction de la quantité et de la qualité de la nourriture et de l'appétence de la nourriture qui est disponible dans un environnement proche. C'est-à-dire que si, en regardant des vidéos de bouffe, vous vous exposez toute la journée à ce genre de signaux alimentaires, votre cerveau enregistre que les cookies, les trucs que vous voyez sur les comptes de food porn sur Instagram, etc. existent, qu'il y a des gens qui les mangent, qui kiffent ça, et que potentiellement c'est disponible et que vous aussi vous y avez droit. Ce qui devient extrêmement compliqué si vous êtes en sèche ou que vous avez un régime qui est un peu plus monotone que tous les trucs de calorie challenge, de food porn, de cookies avec de la macadamia, etc. En réalité, votre cerveau juge l'intensité d'un goût ou la réalité d'une saveur en fonction d'un set de références. Dans les sciences du comportement, c'est ce qu'on appelle la Range Frequency Theory, c'est-à-dire une théorie de cette fréquence ou d'amplitude fréquence si vous voulez. C'est-à-dire qu'on juge de l'intensité de quelque chose, pas dans l'absolu, mais en fonction d'un set de références qu'on a dans la tête. Si vous voyez quelqu'un, vous jugez à quel point il est musclé parce que vous avez une idée de votre physique et de probablement la personne la plus musclée que vous connaissiez. Si vous voyez une somme, 5 €, vous évaluez pas ce que 5 € représentent en termes d'argent. De la même façon, si vous êtes Bill Gates ou si vous êtes à la rue et que vous avez peut-être 2 € pour vivre par jour. Pour l'intensité du piment en Thaïlande, c'est la même chose. Pimenté, en vrai, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je vais trouver quelque chose beaucoup plus pimenté probablement que n'importe quelle taille autour de moi dans un rayon de 10 km. Et pour l'exposition aux signaux alimentaires et les signaux de la bouffe, c'est exactement la même chose. Plus vous allez vous imprégner et regarder ce genre de vidéos, moins les aliments que vous mangez au quotidien vont vous paraître savoureux. Et donc c'est dangereux psychologiquement parce que vous vous frustrez à force de regarder ce genre d'aliments, surtout si vous ne les mangez pas, parce qu'à chaque fois que vous allez manger un truc qui pourtant est délicieux, du poulet super bien cuit avec des petites épices et des patates douces, vous allez penser à ça et dans un coin de votre tête, il y aura ces burgers, ces énormes cookies et vous allez vous dire ouais, en fait ce que je bouffe au quotidien c'est fade. Donc ça n'influence pas la prise de poids via la sécrétion hormonale. Cela dit, ça l'influence énormément parce que ça expose votre cerveau et votre imagination et la façon dont vous évaluez tout le reste de vos goûts et de vos signaux alimentaires classiques à l'aune de ces signaux qui sont biaisés du coup. Devin, tu peux m'aider pour cette question? Que penses-tu des compléments alimentaires type Anaka 3? Une question hyper intéressante de mon Augustin. Trouves-tu beau les physiques sur lesquelles l'utilisation des produits dopants est criant? Comme quoi les gens intelligents posent toujours des questions intelligentes. Merci beaucoup. Ouais. La vérité, c'est que généralement, les mecs qui s'entraînent bien depuis longtemps, qui font les choses bien, qui structurent leur entraînement de façon optimale et qui en plus utilisent des produits, généralement ne font qu'améliorer ce qui est déjà très cool et donc accèdent à un physique qui, selon moi, est encore mieux. L'extrême, en revanche, est assez peu attrayant. Les mecs qui savent pas s'entraîner ou qui s'entraînent depuis 2 ans et qui ont bombardé les produits et qui misent toute la construction musculaire de leur physique sur l'utilisation de stéroïdes androgènes anabolisants ou de facteurs de croissance, généralement ont des physiques dégueulasses. Il y a une limite haute qui est propre à chacun. Il y a des
physique que je trouve très harmonieux et s'il prenait 5 ou 10 kilos de plus en muscle, me paraîtrait moins sympathique et moins attrayant. Mais généralement, il y a quand même un sacré paquet de physique de mecs chargés. Quand je les vois, je me dis... j'ai envie de m'en mettre une direct. Est-ce que c'est une raison suffisante pour me mettre à me doper? Pas forcément, parce que vous le savez, j'ai envie de pousser la limite de mon potentiel génétique musculaire aussi haut que possible naturellement avant de voir si éventuellement je saute le pas. Mais oui, ce serait mentir de dire que j'ai pas un respect et une admiration pour certains physiques, même s'ils sont construits avec des stéroïdes androgènes anabolisés. Plutôt salé ou plutôt sucré? Ça, c'est une question super intéressante. Typiquement, ça dépend des périodes. Plus vous allez manger sucré, plus vous allez augmenter votre appétence pour les goûts sucrés. Et plus vous allez manger salé, plus vous allez augmenter votre appétence pour les goûts salés. Généralement, le fait de préférer un goût salé ou sucré dépend simplement de l'éducation alimentaire que vous avez eue quand vous étiez jeune ou quand vous étiez enfant. Si vos parents avaient l'habitude de vous faire des gâteaux d'anniversaire sucrés ou de vous acheter des bonbons pour vous récompenser dans les moments sympas, forcément vous avez tendance à associer le sucré à la récompense et au moment cool et donc à préférer le sucré. Moi j'ai des amis qui sont absolument pas attirés par des gâteaux, des cookies, des pâtisseries, de la Ben & Jerry's, de la glace, etc. Par contre, ils tueraient pour une bonne entrecôte ou un plat de frites avec une raclette et du saucisson. Donc ça dépend beaucoup de l'éducation que vous en avez et des périodes. Si vous arrêtez complètement de manger un type d'aliment, dans la même logique que le set de référence et la façon dont vous évoluez mentalement l'intensité d'un goût, ça va tout simplement sortir de votre cerveau. La science du comportement et de l'alimentation montre que si vous arrêtez pendant une période suffisamment longue de consommer un type d'aliment, il sort de votre mémoire directe et vous oubliez tout simplement qu'il existe. Par exemple, on a souvent tendance à dire « ouais, les femmes enceintes ont envie de fraises chez nous et généralement aux États-Unis c'est de chocolat ». Pourquoi? Parce qu'elles savent que ça existe et qu'elles l'ont en tête. Figurez-vous que les femmes au Zimbabwe ou au Burkina Faso qui n'ont pas aussi facilement accès à du chocolat ont jamais envie de chocolat. On a des recherches qui montrent qu'elles ont envie de quoi? De viande, de poisson, de riz parfois et de fruits et de légumes. Ce qui veut bien dire que plus vous avez un aliment en tête, qu'il soit sucré ou salé, plus vous en avez envie. Après, pour répondre de façon un peu plus synthétique à la question, moi je suis un gros fan de sucré parce que j'aime beaucoup les desserts. Mais notre dernier double 10 000 calories challenge avec Nevin a prouvé que j'étais aussi bien fan de salé finalement parce que les quesadillas et la bouffe mexicaine sont une tuerie pour moi. Et de burger, donc salé, sucré, à partir du moment où c'est bon, je bouffe de tout. Favorite place in Bali I'm going next month? 2 answers. Ubud. Monkey Forest and Potato Head. Be sure to check them out. Des conseils pour prendre du poids quand on a très peu d'appétit. Super simple, faire exactement l'inverse de tout ce que je fais dans mes vidéos, moi qui ai un appétit énorme. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'augmenter la densité calorique des aliments que vous consommez au quotidien. Exemple typique, plutôt que de manger du poulet, des brocolis et des carottes, choisissez une source de viande beaucoup plus grasse, du bœuf à 15, 20, 25% de masse grasse, de l'agneau, potentiellement du porc ou du saumon, des poissons très gras. Plutôt que de manger des brocolis et des carottes, mettez-vous du riz, mettez-vous des trucs plus caloriques, la purée qui a une texture différente par exemple et qui fait que vous allez pouvoir manger plus. Bombardez les lipides, rajoutez des oléagineux, rajoutez des noix, rajoutez de l'avocat, rajoutez du houmous, rajoutez des choses qui sont denses caloriquement et qui vous permettent d'assimiler beaucoup de calories sans avoir un gros volume sur l'estomac parce que le cerveau, encore une fois, enregistre la satiété et la diminution de l'appétit, non pas en fonction de l'apport calorique total ingéré, mais bien plus du volume alimentaire que vous avez dans l'assiette et ensuite dans l'estomac. Donc plus vous allez manger d'aliments denses caloriquement, plus vous allez pouvoir vous remplir d'énergie et de calories sans avoir l'impression d'être trop full. Et donc si vous avez un petit appétit, vous allez pouvoir arriver à créer un surplus énergétique qui va vous permettre de prendre du muscle. C'est super simple, j'adorerais être dans ce cas-là. Si vous n'arrivez pas à prendre du poids, c'est que vous ne mangez pas assez de calories, tout simplement. Dans 3 semaines, je suis T'es pas vers Prague, ton vlog m'avait donné tellement envie. T'es pas prêt? Vive le roi Arthur! Longue vie au roi de Bretagne! Vive Arthur! Vive Arthur! On s'est régalé avec ma petite sœur à Prague, les restos sont complètement ouf. Si tu fais ne serait-ce que les restos qu'on a fait et que j'ai diffusé dans mon vlog, sachant qu'on en a fait d'autres, mais si tu fais au moins cela, tu vas kiffer. Alors, là je vais pouvoir faire une triplette, même une quadruplette, j'aime beaucoup.
Première question, c'est quoi ton programme de sèche alimentaire et training? Deuxième question, bonjour, quel budget pour vivre en Thaïlande? Merci de ta réponse. Troisième question, ton secret sur ta diète. Quatrième question, plus de vidéos alimentation et journée dans ton assiette de prévu. Mes chers petits lapins, vous tombez bien, ces 4 questions trouvent leur parfaite réponse dans la vidéo que je vous mets juste ici, ainsi qu'en lien en description de la vidéo. Avant la section commentaires, cliquez dessus, elle s'appellera mon programme de sèche en 2019 ou un truc comme ça. C'est la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne et vous avez toutes les informations qui vous intéressent dans cette vidéo. Bye bye. Salut Antoine, conseilles-tu de changer régulièrement de programme ou non? Alors, clairement pas. Pour la bonne et simple raison que plus vous changez de programme, plus vous floutez vos potentiels progrès. C'est ce que font les mauvais coachs avec les clients avec lesquels ils n'arrivent pas à avoir de progrès. Ce qu'ils font, c'est qu'ils les font squatter pendant 4 semaines. Ils se rendent compte qu'ils ne savent pas faire squatter quelqu'un ou ils ne savent pas programmer un entraînement optimal. Et du coup, ils se disent, ah, le mec ne progresse pas. S'il voit qu'il ne progresse pas, il va penser que je suis un coach de merde. Donc, je vais changer son programme. Ah, ouais, non, maintenant, on va passer sur une phase de définition, on va faire du hack squat. Non, à partir du moment où votre programme est structuré comme il faut, de façon optimale, en mettant en place un volume, une fréquence et une sélection d'exercices qui vous permettent de progresser de la meilleure façon qui soit, théoriquement, vous n'avez pas besoin de le changer du moment que vous continuez à progresser. Le progrès est la condition sine qua non de l'adaptation. Si vous ne progressez pas en force, si vous ne soulevez pas des charges de plus en plus lourdes, en bref, si vous ne mettez pas en place un progressive overload, il n'y aura pas de progrès musculaire. Vous ne gagnerez pas en force et vous ne gagnerez pas en hypertrophie. À partir du moment où c'est le cas, vous n'avez pas besoin de changer votre programme. À moins bien sûr, comme dans mon cas, que vous soyez sujet à des blessures ou que vos objectifs évoluent. Par exemple, vous vous rendez compte que vous aimez bien le body mais vous voulez vous mettre à faire du power. Forcément, il va falloir commencer à vous entraîner dans une dynamique power et donc changer un peu vos objectifs. Ou alors vous avez envie de vous mettre à courir un marathon et vous dites que la muscu c'est bien mais vous avez envie de mixer un peu les choses. À ce moment-là, il va falloir déplacer légèrement la nature de votre stimulus musculaire, plutôt de la force à l'hypertrophie à intégrer une composante d'endurance par exemple. Mais globalement, si vos objectifs restent les mêmes et que vous n'êtes pas blessé, vous n'avez pas besoin de changer votre programme d'entraînement de façon fondamentale du moment que vous progressez. Et si vous faites les choses bien, ça devrait être constant et continu. Question intéressante, comment arrives-tu à vivre de ta passion? Quelles sont tes sources de revenus principales? Alors vous le savez, je vous encourage très souvent à faire des choses que vous aimez et à vous construire une vie et une routine articulée autour de quelque chose qui vous passionne. Donc vivre de sa passion, c'est un leitmotiv qu'on entend souvent en ce moment, c'est bien beau, mais quand vous n'avez pas de modèle économique et de business plan qui vous permettent de mettre votre passion en œuvre pour pouvoir en vivre, c'est extrêmement compliqué. C'est la raison pour laquelle les gens, quand ils voient comment je vis, comment je voyage, comment je structure mon quotidien, se posent très souvent la question de comment est-ce qu'il fait pour vivre, il fait quoi, il est tout le temps en vacances, comment il se débrouille, etc. Et c'est un sujet assez tabou en France, les gens ne parlent pas de la façon dont ils vivent et de comment ils gagnent leur vie. Moi, vous le savez, je suis pas comme ça, j'aime la transparence et l'honnêteté et la structure de mon quotidien et de mes revenus est assez simple. La formation bayésiane, mes différents sponsors, les revenus générés par YouTube et les revenus générés par Instagram. Avec par-dessus quelques petits trucs aléatoires très événementiels où on m'invite pour parler à des conférences, des événements, pour des soirées spéciales, etc. Mais qui ne comptent pas dans la structure des revenus au quotidien parce qu'ils sont tellement épisodiques que c'est très difficile à prendre en compte. Alors une question intéressante ici, Antoine comment s'entraîner avec une déformation au poignet? Alors j'ai fait pas mal de vidéos sur les blessures parce que malheureusement j'ai été blessé quelques fois par le passé. Voici une technique toute simple, des straps de cheville autour des bras. Ce qui fait que là, même si vous avez une blessure ou 2 plâtres ou même pas de main du tout, vous pouvez parfaitement travailler vos pecs et pas mal de groupes musculaires. Je vous donne le même exemple en changeant un peu la position des straps avec les anneaux derrière pour travailler les dorsaux. Vous voyez là je peux faire un tirage et j'ai absolument pas besoin des mains. Ce que je fais c'est que j'ai créé une playlist blessures sur ma chaîne et vous avez qu'à cliquer dessus en tapant blessures dans ma chaîne YouTube pour trouver toutes les vidéos qui regroupent tous ces conseils pour les gens qui sont blessés. Courage à vous. Alors une question intéressante sur le sommeil. Quel rôle a le sommeil dans la prise ou la perte de poids s'il en a? Alors c'est génial que tu poses la question parce que le sommeil a un rôle à la fois extrêmement négligé et extrêmement important sur la prise ou la perte de poids et la composition corporelle globale. On a une étude de Van Getal en 2018 qui fait dormir des participants 40 minutes de moins au cours de la semaine. Avec 40 minutes de sommeil en moins, ce qui paraît quasiment rien, c'est pas genre je fais 1 minute 2 heures, c'est non, je dors simplement 40 minutes en moins, le taux de leur perte de poids passe de 80% de poids perdu provenant de la masse grasse à seulement 20%. Ce qui veut dire que ça inverse complètement le ratio de perte de poids de 80% de masse grasse et 20% de masse maigre musculaire à 20% de masse grasse et 80% de masse musculaire. Donc c'est absolument énorme.
Le poids diminue de la même façon, donc les groupes continuent à perdre le même poids, sauf qu'il y en a qui perdent du muscle et il y en a qui perdent de la graisse. Donc le sommeil est absolument capital pour la prise ou la perte de poids et pour votre capacité à maintenir une composition corporelle avantageuse. Le fait de dormir moins abaisse également les niveaux de testostérone, diminue les niveaux de sécrétion des hormones anaboliques et diminue même le taux métabolique de base. Donc moins vous dormez, moins vous faites du muscle et plus vous faites du gras parce que moins vous dépensez d'énergie. Dernier facteur, ça diminue également votre capacité cognitive. Moins on dort, plus on est débile, très clairement dans les recherches. Et du coup, ça vous empêche de prendre des décisions rationnelles et d'être maître de votre quotidien, notamment en termes de décisions alimentaires. Dernier point, les recherches montrent que dormir 6 heures au lieu de 8 heures, seulement ça, augmente l'apport énergétique ad libitum, c'est-à-dire le nombre de calories et la quantité d'énergie alimentaire que vous allez consommer si vous ne traquez pas vos calories et si vous ne mesurez rien et que si vous mangez à satiété de 20%. C'est-à-dire que si vous vous mettez à dormir de façon optimale, et optimale ça ne veut pas dire 15 heures par jour, ça veut dire seulement 8 heures, vous diminuez votre apport calorique ad libitum de 20% et donc potentiellement vous vous placez dans un déficit calorique de 20% et vous perdez de la graisse sans effort supplémentaire. C'est le point le plus négligé généralement dans tous les contextes de préparation pour une compétition parce qu'on est très stressé et qu'on néglige son sommeil. Dormez, les meilleurs athlètes optimisent leur sommeil. C'est la raison pour laquelle avec Nevin vous nous voyez blackout et mettre du Chatterton. Antoine Trombone en pleine optimisation. Et des sacs poubelles sur les fenêtres quand il y a un minimum de lumière parce que oui, la lumière nique votre rythme circadien et la qualité de votre sommeil et du coup votre récupération et donc tous les paramètres que je viens de vous citer. Les conséquences sur le corps suite à un 10 000 calories challenge, ça tombe bien, on vous a fait une vidéo expressément là-dessus, je vous mets le lien juste ici et en description, en lien de la vidéo juste en dessous, allez la voir. On s'est cassé les miches, la vidéo est très complète, on aborde toute la science de la nutrition, les cheat meals, la régulation et la post-régulation de tous les niveaux hormonaux, l'apport calorique total, le surplus, combien de graisse on a pris, vous avez tous les détails juste en dessous, à vous de jouer. Merci pour tout Antoine, tu m'as donné la force de combattre la spondylarthrite. Merci à toi de ton soutien et de puiser ton inspiration et ta force dans mes vidéos et dans mon travail. Ça me touche énormément et c'est pour ça que je le fais, donc continue, courage. Le meilleur site pour acheter des protéines selon toi? Et allez, s'entraîner. Qu'est-ce que c'est? C'est de la pub pour Buzz. That's how you dominate life. Une question scientifique, meilleure formule pour calculer le métabolisme de base. Alors hyper intéressant, le métabolisme de base est une des composantes essentielles du calcul de la DEJ, donc de la dépense énergétique journalière. C'est essentiel pour savoir de combien de calories vous avez besoin, parce que ça vous permet de calculer combien de calories vous brûlez au quotidien. Il y a plusieurs formules utiles, il y en a une qui est la formule d'Harris-Benedict, qui est facile à mettre en place, mais le problème c'est qu'elle surestime très souvent les dépenses caloriques pour les gens qui sont athlétiques et qui ont donc un faible taux de masse grasse et généralement une bonne quantité de masse musculaire. Tout simplement parce que cette formule est faite pour calculer le taux métabolique de base des gens qui sont sédentaires. Donc si vous avez quelqu'un de sédentaire et que vous ne connaissez pas son pourcentage de masse grasse, utilisez cette formule, elle pourra être utile, elle vous donnera une estimation relativement correcte. Je vous mets la formule juste ici, attention il y en a deux parce qu'elle est différente pour les hommes et pour les femmes étant donné que cette formule tient compte du genre. Si vous avez une estimation relativement honnête ou que vous connaissez précisément le taux de masse grasse de quelqu'un grâce par exemple à un DEXA scan, utilisez plutôt la formule de Katch-McArdle qui est beaucoup plus précise parce qu'elle est basée sur la LBM, c'est-à-dire la Lean Body Mass, autrement dit la masse sans tenir compte du tissu adipeux de la personne. Cette formule est encore plus simple, la formule de Katch-McArdle c'est TMB égale 370 plus 21,6 fois LBM où LBM est la Lean Body Mass. Et comme vous l'avez compris, cette formule est meilleure pour les sportifs et les gens athlétiques dont on connaît l'estimation du pourcentage de masse grasse. Un autre gros projet pour l'éducation après Bayesian. Yes. Restez branchés, d'ici une semaine et demie, 2 semaines, il va vous tomber un gros truc sur le coin des oreilles, vous n'êtes pas prêts. Voilà mes soldats, petite vidéo de Q&A terminée. J'adore vous faire ce genre de vidéo même si j'en fais pas souvent parce que ça me permet tout simplement d'être plus proche de vous et surtout parce que bon nombre d'entre vous ont des questions hyper intéressantes qui me donnent à réfléchir et qui parfois même m'amènent à progresser sur mes propres pratiques. Donc merci à tous. Merci encore infiniment de votre soutien. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur ma sèche. On en est là. Ça progresse pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser juste ici ma dernière vidéo qui vous détaille l'ensemble de l'optimisation de ma nutrition et juste là, le bouton pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci encore une fois infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi en dessous après avoir éclaté les pouces bleus et je vous retrouve, vous savez comment, comme d'habitude, dans une prochaine vidéo avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam!